Le 18 avril 1945, dans la poche de la Ruhr, en Allemagne de l'Ouest. Plus d'un demi-million de soldats épuisés, des vétérans aguerris qui avaient combattu de Stalingrad à la Normandie, prirent une décision impensable quelques mois plus tôt. Ils se rendirent en masse aux forces américaines plutôt que de continuer à se battre ou de tenter de rejoindre les lignes allemandes. Ce que les Américains avaient déchaîné n'était pas seulement une puissance de feu supérieure. C'était quelque chose de bien plus dévastateur. Une approche systématique de la guerre qui rendait la résistance non seulement inutile, mais irrationnelle. Le 4 avril 1945, à 6 heures du matin, sur la rive est du Rhin, dans le secteur de Lippe, l'encerclement était complet. Le maréchal Walter Model, commandant du groupe d'armée B, se tenait dans son quartier général provisoire, examinant des cartes qui racontaient une histoire impossible. En seulement 12 jours, les pointes blindées américaines avaient accompli ce que la doctrine militaire allemande jugeait opérationnellement impossible. L'encerclement total d'un groupe d'armées entier, soit 325 000 soldats combattants, plus les unités de soutien, le personnel logistique et les traînards, portant le total à plus de 430 000 hommes piégés dans une poche d'environ 50 milles de large. Mais ce ne sont pas les chiffres eux-mêmes qui rendaient un ce moment sans précédent dans l'histoire militaire. Les forces allemandes avaient déjà été encerclées auparavant, à Stalingrad, à Falaise, et dans d'innombrables engagements plus modestes sur les fronts de l'Est et de l'Ouest. Ce qui rendait la poche de la Ruhr différente, c'était ce qui se produisit ensuite, ou plutôt, ce qui ne se produisit pas. Il n'y eut ni tentative désespérée de percer, ni combat suicidaire jusqu'à la dernière cartouche, ni résistance fanatique. Au contraire, au cours des 2 semaines suivantes, la plus grande reddition de masse de tout le front occidental allait se dérouler, révélant quelque chose qui terrifiait le haut commandement allemand plus que n'importe quelle arme. Leurs soldats avaient cessé de croire à la résistance. Les Américains appelaient leur méthode enveloppement vertical, mais ce terme clinique masquait une révolution dans la guerre interarmes, perfectionnée au cours de 3 années de combat, de l'Afrique du Nord jusqu'au Rhin. Le général de division G. Lawton Collins, commandant du 7e corps, avait mis au point un système de guerre qui non seulement anéantissait les positions allemandes, mais rendait leur défense psychologiquement impossible. Les soldats allemands piégés dans la Ruhr avaient entendu pendant des années que les forces américaines étaient molles, inexpérimentées, dépendantes de leur supériorité matérielle plutôt que de leur compétence au combat. On leur avait assuré que l'excellence tactique allemande et leur volonté supérieure surmonteraient la puissance industrielle américaine. Le groupe d'armée B comptait des vétérans du front de l'Est, des hommes qui avaient survécu à Koursk et à Kiev, des soldats qui savaient combattre dans des encerclements et s'en échapper. Pourtant, en quelques jours à peine après la formation de la poche, des divisions entières se rendaient sans tirer un seul coup de feu. Le 18 avril, lorsque Model dissout le groupe d'armée B et libéra ses hommes de leur serment, plus de 317 000 avaient déjà déposé les armes. Lorsque la poche fut entièrement nettoyée, le 21 avril, les forces américaines avaient traité 325 000 prisonniers, et les estimations suggéraient que le total, y compris ceux qui se rendirent dans l'immédiat après, dépassait les 500 000 en comptant les unités de la Luftwaffe, de la SS et les formations paramilitaires de toute la région industrielle de la Ruhr. Ce que les Allemands affrontaient n'était pas une force militaire conventionnelle. C'était un système intégré de destruction, fonctionnant selon des principes qu'ils n'avaient jamais rencontrés, ni de la part des Soviétiques, ni des Britanniques, ni dans aucune campagne antérieure. Les Américains avaient mis au point quelque chose que les historiens militaires reconnaîtraient plus tard comme une évolution fondamentale de l'art de la guerre. La capacité de rendre toute résistance non seulement difficile ou coûteuse, mais dépourvue de sens sur le plan fonctionnel. L'arme n'était pas une technologie unique, mais l'intégration parfaite de la puissance aérienne,
des blindés, de l'artillerie, de la logistique et des opérations psychologiques, en une machine qui broyait non seulement la capacité de combat allemande, mais aussi la volonté allemande de se battre. Chaque élément renforçait les autres, créant un effet en cascade qui rendait chaque heure de résistance plus vaine que la précédente. Dans son dernier message avant de dissoudre le groupe d'armée B, Model écrivit « Les Américains ne livrent pas des batailles, ils mènent des opérations industrielles. Nos hommes ne font pas face à une armée, mais à un système. Le courage ne signifie rien lorsque l'ennemi peut prédire chacun de vos mouvements, répondre à chacune de vos actions et rendre votre position intenable avant même que vous ne l'occupiez. » 3 semaines plus tard, Model entra dans les bois près de Duisburg et se tira une balle. Il ne laissa aucune note, mais son aide de camp rapporta ces dernières paroles. « Un maréchal ne se rend pas, et je ne peux pas demander à mes hommes de faire ce que je ne peux faire moi-même. » Mais ces hommes avaient déjà fait leur choix, non parce qu'ils étaient lâches, mais parce qu'ils avaient reconnu une vérité que leur commandant refusait d'admettre. Les Américains avaient créé une forme de guerre où les vertus militaires traditionnelles, courage, compétence tactique, détermination, étaient devenues sans importance. On ne pouvait pas vaincre un système qui avait déjà calculé toutes les réponses possibles. On ne pouvait pas déjouer des forces qui contrôlaient chaque approche. On ne pouvait pas résister à un ennemi dont la ligne d'approvisionnement s'étendait jusqu'à un cœur industriel intact de l'autre côté de l'océan. L'histoire de la poche de la Ruhr ne parle pas d'une bataille, mais du moment où la guerre de l'ère industrielle atteignit sa conclusion logique. Lorsqu'une approche systématique d'un camp rendit la résistance continue de l'autre non seulement impossible, mais dénuée de sens. 1 demi-million de soldats allemands ne se rendira pas parce qu'ils avaient été vaincus au combat. Ils se rendirent parce qu'ils étaient devenus obsolètes. La doctrine militaire allemande, qui échoua si catastrophiquement en avril 1945, était née du succès. Pendant 5 ans, la Wehrmacht avait conquis un continent en appliquant des principes d'une efficacité redoutable. La vitesse, la concentration de la force, la flexibilité tactique et la formation supérieure des soldats individuels et des chefs de petites unités. Le concept reposait sur des tactiques décentralisées où les commandants à tous les niveaux comprenaient l'objectif général et disposaient de l'autorité nécessaire pour l'atteindre par leur propre initiative. Un lieutenant allemand pouvait réagir aux conditions du champ de bataille plus vite qu'un colonel américain ne recevait des ordres de l'état-major de la division. Cette structure de commandement décentralisé permettait aux forces allemandes de dérouter constamment des adversaires plus nombreux. De la Pologne en 1939 à la France en 1940, des Balkans aux premières campagnes en Russie, ce système avait brillamment fonctionné. Les soldats allemands étaient très bien formés. Même l'infanterie de base recevait un enseignement qui mettait l'accent sur la pensée indépendante et la conscience tactique. Un chef de section allemand avait plus d'autorité et de formation que bien des chefs de peloton alliés. Cela créa une culture militaire où de petits groupes d'hommes pouvaient obtenir des résultats disproportionnés grâce à une compétence et une initiative supérieures. En 1943, malgré des pertes croissantes et des revers stratégiques, la doctrine tactique allemande produisait encore des résultats impressionnants. À la passe de Kasserine, en février 1943, des forces allemandes relativement modestes infligèrent des défaites humiliantes à des unités américaines lors de leur premier grand engagement. Les Allemands démontrèrent que, même surpassés en nombre et en puissance de feu, une tactique supérieure et un commandement aguerri pouvaient compenser des désavantages matériels. Le général Dwight D. Eisenhower, alors à la tête des forces alliées en Afrique du Nord, fut contraint de restructurer la formation et la doctrine américaine après Kasserine. Les leçons furent douloureuses mais claires. Les forces américaines devaient revoir profondément leur approche du combat. Le courage brut et la puissance industrielle
ne suffisaient pas face à un ennemi capable de penser et de manœuvrer constamment, mieux qu'eux au niveau tactique. Mais les Allemands commirent une erreur critique. Ils supposèrent que la guerre continuerait d'être décidée par ces engagements tactiques, que les batailles seraient gagnées par des soldats mieux entraînés, prenant de meilleures décisions dans des combats au coup par coup. Ils crurent que tant que l'excellence tactique allemande resterait supérieure, elle compenserait les avantages matériels américains. Ce qu'ils ne comprirent pas, c'est que les Américains ne cherchaient pas à gagner des engagements tactiques isolés. Ils construisaient un système destiné à rendre l'excellence tactique insignifiante. Entre 1943 et 1945, l'armée des États-Unis connut une transformation sans précédent dans l'histoire militaire. Il ne s'agissait pas seulement de former de meilleurs soldats individuels, bien que la formation américaine se soit nettement améliorée, mais de créer un système intégré où les décisions tactiques individuelles comptaient moins que la supériorité opérationnelle systématique. L'ampleur de la préparation logistique américaine dépassait l'imagination de l'armée allemande. Début 1945, les forces américaines en Europe occidentale étaient soutenues par un réseau d'approvisionnement délivrant 26 000 tonnes de matériel chaque jour. Chaque division américaine, franchissant le Rhin, disposait d'un appui d'artillerie, capable de délivrer en 1 heure plus de tonnage que ce que tout un corps allemand pouvait tirer en une journée. Mais la logistique seule n'explique pas l'effondrement psychologique. Sur le front de l'Est, les Soviétiques possédaient une supériorité matérielle énorme. Pourtant, les forces allemandes continuèrent de se battre avec une détermination désespérée, même dans des situations sans espoir. À Budapest, les troupes allemandes et hongroises tinrent pendant 50 jours un siège qui se solda par une quasi-annihilation. À Breslau, la garnison résista 82 jours, en poursuivant la lutte même après la mort d'Hitler. Face aux Américains, cette même détermination s'évapora. La différence n'était pas la puissance de feu, elle résidait dans la prévisibilité et l'inéluctabilité. La doctrine américaine avait évolué vers ce que les Allemands appelèrent la bataille matérielle. Mais ce terme n'expliquait pas totalement ce qui la rendait psychologiquement dévastatrice. Les Américains avaient mis au point une approche systématique où chaque action allemande déclenchait une réponse écrasante prédéterminée. Les observateurs d'artillerie déclenchèrent des missions de tir en quelques minutes. Le soutien aérien apparaissait dans l'heure. Des colonnes de blindés manœuvraient pour couper les voitiers de retrait avant même que les commandants allemands n'aient réalisé que leur position était compromise. Il ne s'agissait pas d'une capacité américaine à prédire les mouvements allemands par un renseignement supérieur ou par un génie stratégique. Ils disposaient simplement de ressources suffisantes pour se préparer simultanément à toutes les éventualités. Le général d'armée Alfred Jodl, chef des opérations de l'état-major général des forces armées allemandes, écrivit dans son journal en mars 1945 « Contre les Américains, notre doctrine tactique est devenue une prison. Chaque principe qui nous a bien servi contre les Polonais, les Français et même les Soviétiques fonctionne désormais contre nous. Notre flexibilité ne signifie plus rien lorsque l'ennemi a préparé une réponse à chaque option. Notre initiative est sans valeur lorsque chaque action déclenche une riposte écrasante. Nous affrontons un adversaire qui n'a pas besoin de réfléchir plus vite que nous. Il a rendu la réflexion elle-même inutile. C'est dans ce contexte que le groupe d'armée B entra en contact avec les forces américaines après la traversée du Rhin. Les Allemands apportaient avec eux l'excellence tactique, le commandement expérimenté et la détermination, des qualités qui désormais ne comptaient plus. Ils s'attendaient à une bataille, mais ce qu'ils rencontrèrent fut un processus industriel conçu pour rendre la bataille impossible. Les préparatifs défensifs allemands dans la Ruhr représentèrent l'aboutissement de 5 années d'expérience tactique durement acquise. Le groupe d'armée B n'était pas une troupe de recrues inexpérimentées, ni de garnisons démoralisées. Il comprenait la 116e division blindée,
vétérane de la campagne de Normandie, la 3e division de grenadiers blindés, qui avait combattu en Italie et en France, et la 338e division d'infanterie, survivante du front de l'Est. Ce n'étaient pas des hommes faciles à briser. Le général Günther Blumentritt, commandant la première armée parachutiste dans la poche, avait personnellement supervisé les préparatifs défensifs durant janvier et février 1945. Ces documents de planification, saisis après la reddition, révélaient une attention méticuleuse aux leçons tirées de 3 années de retraite. Chaque position disposait de champs de tir croisés, chaque pont portait des charges de démolition, chaque carrefour avait été préenregistré pour l'artillerie. Chaque approche probable des Américains comportait des positions fortifiées. La région industrielle de la Ruhr elle-même offrait des avantages naturels. Plus de 4000 usines, d'innombrables galeries de mines et des zones urbaines parfaites pour la guerre défensive. Le terrain, morcelé par des rivières, des canaux et des complexes industriels, canalisait toute force attaquante vers des itinéraires prévisibles. Les ingénieurs allemands avaient passé des mois à aménager des positions destinées à transformer chaque usine, chaque quartier urbain, chaque passage de rivière en champ de mort. Les rapports de renseignement saisis aux quartiers généraux des divisions allemandes montraient qu'ils connaissaient parfaitement les capacités américaines. Ils savaient la supériorité de l'artillerie américaine, et leur doctrine exigeait la dispersion immédiate dès qu'un observateur avancé était repéré. Ils connaissaient la puissance aérienne américaine et planifiaient leurs opérations par mauvais temps, dans des positions couvertes. Ils connaissaient les tactiques des blindés américains et avaient établi des positions anti-chars en profondeur, avec des itinéraires de repli soigneusement planifiés. Ce qui rendait les commandants allemands confiants, ce n'était pas l'ignorance de la force américaine, mais la foi dans une doctrine défensive éprouvée. Le manuel de défense de position, affiné au fil des années de guerre, stipulait qu'une position bien préparée, tenue par des troupes déterminées, pouvait infliger 3 à 5 pertes ennemies pour chaque défenseur tué. L'arithmétique semblait simple. Même si les Américains disposaient d'une supériorité de 3 contre 1, attaquer des positions fortifiées devait leur coûter des pertes insoutenables. Le lieutenant-général Fritz Berlin, commandant du 10e corps, vétéran d'Afrique du Nord, de Normandie et de l'offensive des Ardennes, répétait toujours le même principe dans ses rapports. Les forces américaines attaqueraient jusqu'à ce que les pertes deviennent politiquement inacceptables, puis s'arrêteraient pour se réorganiser. L'objectif allemand n'était pas de gagner, mais de rendre la victoire trop coûteuse. Chaque jour de résistance gagnait du temps pour les armes miracles, pour des négociations de paix, pour un miracle capable d'éviter la défaite totale. Les défenseurs de la poche avaient des munitions pour plusieurs semaines de combat. Les vivres avaient été rassemblés depuis toute la région environnante. Des installations médicales avaient été établies dans les zones arrières les plus sûres. Des réseaux de communication reliaient toutes les positions majeures. Sur le papier, le groupe d'armée B disposait de tout ce qu'il fallait pour une résistance prolongée. Le colonel Wilhelm Wiewig, officier des opérations de la 15e armée, écrivit dans son journal le 3 avril, la veille de l'encerclement. Les Américains trouveront dans la Ruhr une bataille bien différente de leur course à travers la France. Ici, nous combattons depuis des positions préparées, le dos à notre patrie. Ici, leur vitesse ne signifie rien. Ils devront venir à nous, et nous leur ferons payer chaque kilomètre de leur sang. Nous avons étudié leurs méthodes. Nous connaissons leur schéma. Nous sommes prêts. Mais chaque hypothèse de la planification allemande contenait une faille fatale. Ils s'étaient préparés à une bataille. Ils avaient prévu un combat où les décisions tactiques comptaient, où le terrain offrait un avantage, où la détermination et la compétence pouvaient compenser l'infériorité matérielle. Ils avaient bâti une forteresse conçue pour résister à la guerre de siège telle qu'elle était comprise depuis des siècles. Ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'était un adversaire qui avait dépassé le concept même de bataille.
Les Américains n'étaient pas venus pour combattre la Ruhr, ils étaient venus pour la traiter. Et la différence entre ces deux concepts, combattre ou traiter, deviendrait évidente quelques heures après la fermeture de l'encerclement. Dès que les soldats allemands comprirent cette différence, leurs défenses soigneusement préparées cessèrent d'être des forteresses et devinrent des prisons. Ce que les Américains déployèrent contre la poche de la Ruhr n'était pas une arme secrète ni une technologie révolutionnaire, mais quelque chose de bien plus dévastateur. L'intégration opérationnelle systématique fut raffinée jusqu'à devenir une doctrine que les historiens militaires appelleraient plus tard la guerre synchronisée. L'innovation ne résidait pas dans un élément particulier, mais dans la manière dont chaque composant fonctionnait comme partie d'un même mécanisme. Le concept fut élaboré par l'état-major du 12e groupe d'armée du lieutenant-général Omar Bradley durant l'hiver 1944. Le chef des opérations, le brigadier général Truman Ferson, mit au point ce qu'il appela le Red Ball System, une méthodologie coordonnée où le renseignement, l'artillerie, la puissance aérienne, les blindés et la logistique opéraient sur des calendriers synchronisés, rendant les réactions tactiques allemandes prévisibles et donc exploitables. Le 5 avril 1945, à 8h30, premier jour complet de l'encerclement, le système entra en action. Les avions de reconnaissance P-38 Lightning américains commencèrent à survoler toute la poche, selon un quadrillage strictement chronométré. Chaque passage de caméra était numéroté et catalogué. Les interprètes photographiques du quartier général du 9e commandement aérien tactique recevèrent les films développés dans les 2 heures suivant chaque mission. Leur objectif n'était pas de repérer des chars ou des concentrations de troupes, mais de cartographier chaque position allemande, chaque mouvement, chaque dépôt logistique, créant une image vivante du réseau défensif entier. À 14h00, le premier schéma émergea. Les unités allemandes se repositionnaient pour défendre les approches américaines les plus évidentes, exactement comme le dictait leur doctrine. Les officiers du renseignement américain marquèrent ces positions sur des cartes maîtresses et calculèrent un facteur que les Allemands ne pouvaient anticiper: le rythme temporel de leur déplacement. À 16h00, l'artillerie américaine ouvrit le feu, non pas sur les endroits où se trouvaient les troupes allemandes, mais sur ceux où elles seraient dans 30 minutes, d'après les modèles de mouvement observés. Les commandants allemands rapportèrent au groupe d'armée B que l'artillerie américaine semblait prédire leur mouvement. Ils tentèrent de s'adapter, changeant d'horaire, modifiant leurs itinéraires. Mais la reconnaissance aérienne américaine enregistrait immédiatement ces changements, et l'artillerie ajustait ses tirs en conséquence. L'effet psychologique fut immédiat. Les rapports allemands des premiers jours employaient sans cesse le mot « surnaturel ». Le feu américain semblait anticiper chaque déplacement. Les unités qui se repositionnaient de nuit se retrouvaient sous le feu, à leur nouvelle position, quelques heures plus tard. Les convois logistiques, changeant de route, découvraient des chasseurs-bombardiers américains, les attendant au carrefour alternatif. Il ne s'agissait pas d'une supériorité du renseignement, mais d'une observation systématique, générant des schémas prédictifs. Le colonel Edwin Luther, commandant l'artillerie du 7e corps, avait perfectionné à un degré dévastateur la méthode dite du « time on target ». Lorsqu'un observateur américain identifiait une cible intéressante, le système de Luther coordonnait plusieurs bataillons d'artillerie tirant depuis des positions différentes, de sorte que tous les obus arrivaient simultanément. Une position allemande pouvait voir tomber un seul obus d'essai, calculer qu'elle disposait de quelques minutes avant le bombardement principal, tenter de se déplacer, seulement pour être frappé quelques secondes plus tard par des dizaines de projectiles venus de 6 directions différentes. L'ampleur de l'artillerie américaine dépassait toute compréhension pour les vétérans allemands. La 3e division blindée, à elle seule, disposait d'un soutien d'artillerie équivalent à celui que toute l'armée allemande présente dans la poche pouvait déployer.
Quand le 7e corps demandait un appui au niveau du corps d'armée, plus de 300 canons pouvaient participer à une mission coordonnée. La poche de la Ruhr comptait environ 800 pièces d'artillerie allemande. Mais le manque de munitions et les contre-tirs constants faisant que moins de 200 pouvaient tirer à un moment donné. L'artillerie n'était pourtant que l'enclume. Le marteau, c'était le rythme opérationnel. Les colonnes blindées américaines n'attaquaient pas les positions allemandes, elles les contournaient. Grâce aux communications radio et à la reconnaissance aérienne, les commandants américains repéraient les brèches dans les lignes allemandes quelques heures à peine après leur formation. Les colonnes de chars exploitèrent ces ouvertures avant que les réserves allemandes ne puissent réagir, coupant les unités de leur approvisionnement et de leur communication. La 2e division blindée démontra cette méthode le 7 avril. La reconnaissance avait détecté une brèche de 4 km dans les lignes allemandes au sud-est de Hamm. En moins de 3 heures, le combat commande A y lança toute une colonne blindée, avança de 15 km et bloqua la principale route d'approvisionnement de 2 divisions allemandes. Les forces encerclées ne découvrirent à leur isolement que lorsque les convois de ravitaillement cessèrent d'arriver. À ce moment-là, les Américains avaient déjà établi des positions de blocage trop solides pour être rompues, et les troupes allemandes n'avaient plus ni carburant, ni coordination pour monter une contre-attaque. Ce qui rendait cela psychologiquement écrasant, ce n'était pas seulement l'encerclement, c'était le rythme. La doctrine allemande mettait l'accent sur la réponse rapide aux situations changeantes. Mais le tempo opérationnel américain dépassait désormais le cycle de décision allemand. Le temps que les commandants identifient un problème, transmettent des ordres et commencent à exécuter leurs instructions, les Américains étaient déjà passés à la phase suivante. Le lieutenant Karl Godam, officier des opérations de la 116e division blindée allemande, écrivit dans son journal le 9 avril. Nous réagissons toujours à des situations qui ont déjà changé. Nos commandants prennent les bonnes décisions pour des circonstances qui n'existent plus. Le temps que les ordres parviennent aux unités de première ligne, les Américains ont déjà bougé et les ordres sont obsolètes. Nous combattons la bataille d'hier, tandis qu'ils se positionnent déjà pour celle de demain. Le système n'était pas parfait. Les unités américaines rencontrèrent encore une résistance farouche en certains points, subirent des pertes et se heurtèrent parfois à des situations où la compétence tactique allemande leur infligeait des revers locaux. Mais ces victoires tactiques n'avaient aucune signification dans le cadre opérationnel global. Une compagnie allemande pouvait défendre avec succès un carrefour pendant 6 heures, infliger des pertes aux assaillants américains, pour découvrir ensuite que les forces américaines avaient déjà contourné la position et coupé leur voie de retraite. Le 12 avril 1945, la désintégration commença réellement. Ce qui avait débuté comme une série de défaites tactiques se transforma en un effondrement systémique au sein du commandement allemand. Le point de rupture ne fut pas une bataille en particulier, mais la prise de conscience cumulative que la résistance n'avait plus aucun sens. Les équipes de renseignement américaines, travaillant avec du matériel radio allemand capturé, documentèrent l'effondrement en temps réel. Les interceptions radio des quartiers généraux de divisions allemandes révélaient un schéma clair. Confiance initiale, confusion, désespoir puis résignation. Le 14 avril, des bataillons entiers se rendaient sans même que les forces américaines ne s'approchent de leur position. Ils sortirent simplement de leurs fortifications et attendèrent d'être pris en charge. La 9e division blindée en fournit l'exemple le plus frappant. Le 10 avril, elle rapportait une pleine capacité de combat. 47 chars opérationnels et 4200 hommes. Son commandant, le général Harald von Elverfeldt, donna l'ordre de contre-attaquer agressivement pour rétablir les lignes allemandes. Le 13 avril, après 3 jours de tentatives offensives, il déclara au groupe d'armée B « Chaque mouvement attire un tir d'artillerie immédiat. Chaque concentration déclenche une attaque aérienne.
Nous avançons de 500 mètres et des blindés américains apparaissent sur nos flancs. Nous ne pouvons plus manœuvrer. Nous ne pouvons qu'attendre la mort ou nous rendre. Le 15 avril, von Elverfeld se rendit avec sa division, encore dotée de 38 chars opérationnels et de munitions pour 2 jours de combat. Lors de son interrogatoire par les officiers du renseignement américain, il déclara « Je ne me suis pas rendu parce que nous étions vaincus, mais parce que combattre était devenu un meurtre. Je ne pouvais rien accomplir, sinon la mort de mes hommes. » Les études psychologiques menées par les psychiatres de l'armée américaine sur les prisonniers allemands révélèrent des thèmes récurrents. Un sentiment d'impuissance totale, inédit même sur le front de l'Est. Contre les Soviétiques, le courage individuel et la compétence tactique pouvaient encore modifier localement une situation. Contre les Américains, rien de ce qu'ils faisaient n'avait d'effet. Un sergent allemand confia « Contre les Russes, un homme courageux pouvait survivre. Contre les Américains, le courage ne signifiait que mourir pour rien. » La dimension industrielle de la guerre américaine se manifesta de manières incompréhensibles pour les soldats allemands. Les unités américaines qui subissaient des pertes recevaient des remplaçants en quelques jours. Les équipements détruits étaient remplacés du jour au lendemain. Une consommation de munitions, qui aurait paralysé une division allemande pendant des semaines, était considérée comme une routine chez les Américains. La 3e division blindée tira plus d'obus le 13 avril que l'ensemble de la poche allemande pendant toute la semaine. Mais l'aspect le plus dévastateur psychologiquement n'était pas la supériorité matérielle, c'était l'inévitabilité méthodique. Les forces américaines avançaient selon un calendrier prévisible. Elles progressaient exactement jusqu'à la limite de ce que leur logistique pouvait soutenir, puis s'arrêtèrent pour consolider. Elles ne se précipitèrent pas, ne prenaient pas de risques inutiles, ne laissaient aucune ouverture aux contre-attaques allemandes. Elles avançaient lentement, méthodiquement, comme une machine, impersonnelle et implacable. Les soldats allemands commencèrent à appeler cela la guerre du rouleau compresseur. Il n'y avait aucune gloire, aucune possibilité d'héroïsme, aucun moyen pour le courage ou la compétence de compter. On ne pouvait pas tendre une embuscade à un rouleau compresseur. On ne pouvait pas le contourner. Il n'y avait qu'à attendre qu'il vous atteigne et être écrasé ou s'écarter. Le 16 avril, les forces américaines avaient déjà traité plus de 150 000 prisonniers. L'infrastructure mise en place pour gérer les redditions était aussi sophistiquée que celle des opérations de combat. Les centres de traitement des prisonniers fonctionnaient selon les principes de la chaîne de montage. Les soldats allemands étaient désarmés, enregistrés, nourris, abreuvés, puis transférés vers l'arrière en quelques heures. Cette efficacité même était démoralisante. Les Américains gérèrent la reddition de divisions entières avec la même rigueur systématique qu'ils appliquaient au combat. Le quartier général du maréchal Model resta en communication jusqu'au 17 avril. Ces derniers ordres opérationnels révélaient un commandant qui comprenait parfaitement la situation, mais ne pouvait se résoudre à l'accepter. Il autorisa les commandants d'unités à se rendre s'ils jugeaient toute résistance inutile, dissolvant de fait son commandement sans capituler officiellement lui-même. Le 21 avril, la dernière résistance organisée allemande dans la poche cessa. Le nombre final de prisonniers dépassa 325 000, la plus grande reddition de masse de l'histoire du front occidental. Les pertes américaines durant toute l'opération s'élevèrent à 10 000 blessés et 2 000 tués. Côté allemand, environ 10 000 morts au combat, le reste capturés. Le ratio des pertes, habituellement favorable aux défenseurs retranchés, fut complètement inversé. Le front de l'Est offrait un contraste brutal à cette conclusion. Dans la poche de Courlande, 200 000 soldats allemands tinrent tête aux forces soviétiques jusqu'à la fin de la guerre, subissant plus de 150 000 pertes, mais sans jamais se rendre en masse.
Dans la poche de Heligoland, les forces allemandes combattirent pendant 2 mois, perdant 80% de leurs effectifs avant la victoire finale des Soviétiques. Face aux Soviétiques, les Allemands se battirent jusqu'à l'anéantissement total. Face aux Américains, ils choisirent la survie. Les études menées après-guerre, tant par les historiens militaires américains qu'allemands, identifièrent la poche de la Ruhr comme le moment où la guerre industrielle atteignit sa conclusion logique. Les Américains avaient recréé un système dans lequel les facteurs humains, le courage, le commandement, la compétence tactique, devenaient opérationnellement insignifiants, non parce que les soldats allemands manquaient de ces qualités, mais parce que le système américain avait évolué au-delà du niveau où ces qualités pouvaient influencer le résultat. Le rapport du général Eisenhower au comité des chefs d'état-major combiné affirmait « L'opération de la Ruhr a démontré que, lorsqu'elle est appliquée correctement, la guerre de l'ère industrielle peut produire des résultats décisifs avec un minimum de pertes amies. La clé réside dans l'intégration systématique de toutes les armes de combat, opérant à un rythme empêchant toute réponse ennemie. Les 1 demi-million de soldats allemands qui se rendirent plutôt que de poursuivre le combat n'avaient pas été vaincus sur le champ de bataille. Ils avaient été rendus obsolètes par une forme de guerre qui ne nécessitait pas de les vaincre, mais simplement de les traiter. Cette distinction marqua la fin de la guerre telle que les générations précédentes l'avaient comprise.